Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne l'actualité en temps réel. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur la radio MCM TV et MCM 94.8. Aujourd'hui, votre émission Domoussine. Domoussine reçoit aujourd'hui M. Djidjak Faye, le coordinateur du mouvement MRC, Mouvement pour la Révolution Citoyenne. Nous allons débattre des questions autour de ce mouvement et un peu des questions qui touchent la politique au niveau local et au niveau national. Donc nous allons donner la parole à notre invité, M. Djidjak Faye, directeur de l'ARD de Fatick, pour qu'il se présente. Bonjour M. Diouf. Oui, je m'appelle Djidjak Faye, président du mouvement pour la Révolution Citoyenne, MRC. Évidemment, par ailleurs, au plan professionnel, je suis le directeur de l'Agence régionale de développement de Fatick, une structure d'appui aux collectivités territoriales sur les questions de développement local et de décentralisation. En fait, l'ARD appuie de façon horizontale l'ensemble des collectivités dans le cadre de leur prise en charge de la satisfaction des besoins des populations. Monsieur Djidjak Faye, peut-on savoir, au-delà des activités professionnelles, depuis quand êtes-vous lancé dans la politique? Oui, moi je pense que j'ai toujours cumulé, mais de façon très équilibrée, mes activités politiques et mes activités professionnelles. Je me suis engagé en politique, j'étais encore étudiant dans le PDS, 7 ans ou 8 ans avant l'alternance de 2000. Et cette alternance de 2000, nous avons beaucoup contribué, comme beaucoup de jeunes d'alors d'ailleurs au Sénégal, parce que le SOPI était le parti de la jeunesse. Et dans ceci, nous avons effectivement été au devant de la scène pour que l'alternance se passe en 2000. Et depuis lors, je milite au PDS, mais aussi j'ai eu à terminer mes études, faire de la formation professionnelle. J'ai travaillé professionnellement en cherchant toujours à m'améliorer, à acquérir de l'expérience, même en continuant à m'inscrire. Je pense, depuis toujours, j'ai eu chaque année au moins à faire un certificat ou bien à m'inscrire dans une université ou bien dans un institut. Depuis toujours. Jusqu'au moment où je vous parle, je suis doctorant et je me prépare pour soutenir cette thèse de doctorat où la recherche a porté sur les changements climatiques et le secteur agricole. Depuis 2002, je suis à l'ARD de Fatick, où donc, comme je l'ai dit tantôt, nous accompagnons les collectivités territoriales à mieux prendre en charge les besoins de développement des territoires. Ce qui a été très satisfaisant pour moi, c'est que j'ai eu toujours cet équilibre entre mes activités professionnelles et mes activités politiques. Ça, quand même, parce que j'ai été à un certain moment beaucoup plus actif entre 2002 jusqu'en 2012. J'étais très actif politiquement, mais j'étais déjà aussi à l'ARD. Mais cet équilibre, cette différence entre mon travail en tant qu'agent de l'ARD et mes engagements politiques ont été vraiment équilibrés. À partir de 2015, je suis devenu directeur de l'ARD de Fatick. Et là, il y a eu un petit changement parce que le directeur de l'ARD de Fatick n'est pas éligible comme conseiller municipal ou départemental. Donc, le décret ne permet pas au directeur de l'ARD d'occuper un poste d'élu local pour des questions justement de séparation ou d'éviter des conflits d'intérêts. Évidemment, quand je suis devenu directeur, j'ai démissionné de mes postes de mes titres de conseiller municipal et départemental que j'étais, et j'ai conservé ce poste de directeur de l'ARD. En ce moment, j'étais bien militant du PDS. Je peux dire aussi que je le suis toujours comme responsable du PDS dans la commune de Ndiop. Mais j'avais en son temps, après avoir été confirmé comme directeur, j'avais dit à mes partisans
que je ne pourrai plus faire l'animation politique sur le terrain comme je faisais auparavant, de par mes charges de travail très absorbantes, mais aussi je ne voudrais pas que des maires avec lesquels je ne serais pas sur le même bord politique confondent mes positions politiques dans un parti et ce que je fais dans le cadre du développement. Vraiment, j'ai toujours fait cette séparation. Mais aussi, j'avais retenu l'ambition citoyenne d'être actif à l'élection présidentielle de 2024. Donc, ça n'a rien à voir avec mes fonctions de directeur d'ARD, parce que jusqu'à présent et toujours, je suis à côté des collectivités, conformément au décret qui régit donc le fonctionnement de l'ARD pour apporter notre soutien technique, donc nos appuis conseils. Mais en tant que citoyen sénégalais aussi qui jouit de ses droits civiques et politiques, je veux contribuer activement à l'élection présidentielle de 2024. Et pour ce faire, j'ai aussi concrétisé une idée qui date de très longtemps, très bien avant, c'est mettre en place ce mouvement qui est justement conçu en lien avec ce que nous considérons être le levier principal à appuyer pour que le Sénégal connaisse un véritable SOPI, un vrai changement. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette présentation. Voilà, justement, vous êtes un agent de développement, un acteur du développement territorial et du changement climatique. Nous avons constaté que vous avez choisi de lancer votre mouvement MRC à quelques moments des élections présidentielles. Est-ce que cela sous-entend que M. Jacques Faye a des ambitions présidentielles? Oui, j'ai bien sûr des ambitions présidentielles, des ambitions très fortes, et ce n'est pas des ambitions pour juste accéder à ce qu'on appelle au Sénégal l'Ongour. Loin de là, c'est parce que certainement comme beaucoup de ceux de ma génération d'avant l'alternance 2000, mais aussi de cette jeune génération qui aujourd'hui aspire au vrai développement, au vrai changement, je pense devoir jouer ma partition. Et dans cette ambition, je la fonde, cette ambition, sur un changement, encore une fois, de citoyenneté qui va changer la communauté, la société et au-delà de la République. Pour nous, c'est vrai, nous avons beaucoup de difficultés en matière de gouvernance, nous avons beaucoup de contestations en matière de gouvernance, d'ailleurs une contestation qui va au-delà des frontières, mais ce que je veux dire, c'est que ce changement de gouvernance devra d'abord passer par le changement de citoyenneté. Encore une fois, nos dirigeants reflètent effectivement les caractéristiques générales de notre société. Chaque communauté a le dirigeant, le chef à l'image de sa sociologie. Donc, mon ambition, c'est que je suis prêt pour seulement servir mon pays, sans m'attacher au Ngour, sans justement s'intéresser qu'à la jouissance du pouvoir, mais je suis prêt au sacrifice de soi pour mon pays, pour mon peuple. C'est ça mon ambition. D'où le nom mouvement MRC. D'abord le nom là, comment s'est fait le choix du mouvement MRC? Parce qu'on a des mouvements pour la révolution. Dès qu'on entend le mot révolution, ils ont tendance à penser à autre chose. Comment expliquez-vous le nom du mouvement? Oui, c'est vrai, c'est du français. On n'est pas français, on l'a juste appris. Mais je pense que j'ai déjà commencé à donner des éléments d'explication sur comment le mot révolution s'est retrouvé dans la caractérisation du mouvement. Ma conviction forte, c'est qu'encore une fois, ce qui plombe le développement de l'Afrique, ce qui plombe le développement du Sénégal, c'est encore une fois une question de gouvernance. Mais cette gouvernance ne peut pas être imputée par rapport à ses limites seulement aux dirigeants que sont le président, les directeurs généraux, les ministres ou les députés.
c'est encore une fois, ces dirigeants sont à l'image de la société, de la communauté qui les a choisis. Ça veut dire quoi? Tout va partir de l'homme et revenir à l'homme. C'est nous-mêmes qui devons imprimer en nous ce changement qui est attendu depuis très longtemps. Et la révolution, d'ailleurs je disais à quelqu'un, pourtant nous avons tous appris en histoire la révolution industrielle qui n'était pas une révolte industrielle, mais un changement très rapide de l'industrialisation pour un développement et une satisfaction des besoins de l'homme. Ici aussi, la révolution citoyenne, c'est loin d'être la révolte citoyenne, mais une révolution dans le sens d'un changement le plus rapide possible de la citoyenneté qui doit devenir beaucoup plus responsable, beaucoup plus engagé, patriotique, dans un civisme vraiment idéal pour que, encore une fois, du quartier, du village jusqu'à la commune, jusqu'au département et l'ensemble du territoire sénégalais, comme d'ailleurs disait un de mes idoles, un grand africain, Thomas Sankara, qui avait baptisé l'ancien Haute-Volta, le Burkina Faso, qui signifie en langue locale le pays des hommes intègres. Donc, certainement, au pays des hommes intègres, nous avons une citoyenneté exemplaire pour que la communauté, la République, soit dans des conditions de gouvernance beaucoup plus satisfaisantes. Comme il le rêvait, moi aussi, notre rêve, c'est que tout le changement qui est attendu, qui est souhaité, va passer par le citoyen sénégalais. Autrement, on ne peut jamais y arriver. C'est pourquoi nous avons dit MRC, Mouvement pour la Révolution citoyenne, une citoyenneté vraiment qui évolue de façon beaucoup plus positive. Révolution dans le sens que ce n'est pas un changement brusque, mais on n'a pas trop de temps encore à perdre. Il faut qu'on y va tout de suite et maintenant. Donc vous épousez ceux qui disent qu'il faut un nouveau type de Sénégalais. Justement, un nouveau type de Sénégalais, je pense que ça a été un slogan. Je suis entièrement d'accord. Et ce nouveau type de Sénégalais maintenant, il faut le définir, il faut qu'on le définisse ensemble. Je précise, parce que ça aussi c'est ma conviction forte, à mon avis, ce n'est pas une question de Messie. C'est-à-dire, il n'y a pas un monsieur sénégalais qui soit meilleur que tout le monde, qui serait l'homme propre, providentiel, qui va venir changer. Non. Le nouveau type de citoyen, c'est quelque chose d'abord qui est individuel en chacun, pour que ça soit un ensemble de quartiers ou de villages, de communes, de départements, de régions et du Sénégal. Donc, surtout, il n'est pas question qu'un homme pense être l'homme providentiel. Au contraire, comme disait Rousseau dans le contrat social, c'est une négociation du peuple pour ensemble choisir un contrat social qui soit le mieux partagé, qui puisse satisfaire justement nos besoins. Voilà. Donc, toujours votre émission Domicile sur MCM TV et MCM Radio 94.8. Aujourd'hui, nous recevons M. Djidjak Faye, le coordinateur du mouvement pour la révolution citoyenne, ici dans la commune de Fatick. Et par ricochet, nous voulons signaler que c'est un mouvement à caractère national. Parce que lors du lancement d'Azama à Fatick, nous avons vu qu'il y a des délégations qui sont venues de partout pour présider à la naissance de ce nouveau mouvement politique. M. Faye, le mouvement pour la révolution citoyenne, vous avez dit que vous avez posé si on peut appeler votre bébé, sur 3 piliers. Pouvez-vous revenir sur ces piliers et qu'est-ce qui sous-tend le soir de ces 3 piliers-là? Le MRC a fait sa déclaration de principe, donc qui justement mobilise l'ensemble des citoyens engagés pour beaucoup plus de civisme, de patriotisme, faisant du travail le seul critère de promotion sociale et de stabilité aussi sociale. Mais au-delà, nous avons aussi identifié ce qu'on a appelé le programme stratégique prioritaire. Pour une révolution citoyenne, donc la question de la citoyenneté s'adresse à l'individu à l'homme. Donc, l'homme, en tant qu'être, a besoin d'abord de l'éducation. L'éducation en France, c'est un seul mot, mais qui
L'éducation dans le sens où, en Wolof, ça va concerner ce qu'on appelle yar, mais aussi ham ham. Donc, l'éducation dans le sens de la formation, mais l'éducation tout court, qui veut que la personne soit socialisée selon donc un contexte socio-culturel, sociologique, conforme à nos aspirations et à nos valeurs les plus fortes et positives. Donc l'éducation, la formation et la recherche scientifique constituent le pilier qui peut justement former l'individu pour qu'il soit un citoyen du monde qui puisse contribuer à la vie sur Terre. Nous sommes dans un monde mondialisé, donc l'éducation est nécessaire pour être un citoyen du monde. Je le répète parce que ça soit les connaissances de tout genre, que ça soit le savoir-être, le savoir-faire, c'est quelque chose qui a besoin d'une capacité qui ne soit pas localisée mais mondiale. Le Sénégalais, le Fatouga que nous sommes, pour être un citoyen qui puisse être à l'aise dans le monde actuel, il faut déjà savoir lire, écouter, dialoguer avec l'américain, le français, l'asiatique. C'est le monde d'aujourd'hui. Et ça, la seule chose qui peut nous le donner, c'est l'éducation, c'est la formation, mais surtout la science qui est aujourd'hui devenue donc les autoroutes des échanges internationaux de toutes sortes. Donc, tant que l'éducation ne va pas permettre une capacitation qui met les ressources humaines du Sénégal au même niveau que toutes autres ressources humaines dans le monde, il y aura juste un décalage de pays pauvres, de pays sous-développés. Donc, l'éducation est un facteur de développement reconnu. Il est plus que nécessaire. Ce n'est pas seulement peut-être au début des indépendances où on partait à l'école juste pour devenir fonctionnaire, mais c'est que l'éducation aujourd'hui, la formation et la recherche scientifique, que ce soit le producteur agricole, que ce soit l'éleveur, que ce soit le commerçant, tout le monde en a besoin. Mais le citoyen simple, dans sa famille, dans sa maison, a besoin de cette bonne éducation, de cette formation pour être un citoyen du monde. Et aujourd'hui, nous avons des citoyens du monde, pas seulement juste un citoyen de Fatick ou du Sénégal. Si cette éducation donc, a les mêmes ambitions et pose les mêmes actes que l'éducation ailleurs, partout ailleurs au monde, je pense que ça sera une grande avancée. Mais maintenant, il y a un autre socle qui est très horizontal, qui va adresser l'ensemble des secteurs de développement. C'est la question de la gouvernance, que je répète 1000 fois. Je ne dis pas que nous n'avons pas peut-être en ce moment même une politique éducative pertinente dans le contenu, mais nous avons au Sénégal comme principal problème la gouvernance. Et cette gouvernance, son mauvais état renvoie encore une fois à cette question de citoyenneté. Et si la gouvernance est bien reprise dans sa forme la plus intègre, la plus vertueuse et la plus sobre, effectivement, cette politique éducative pour avoir des ressources humaines de qualité égale à celle d'ailleurs pourra se faire. Donc la gouvernance, que ce soit celle locale et celle nationale, est très nécessaire pour que toute politique de développement au Sénégal puisse se faire dans les meilleures conditions. Et nous disions que si nous étions à la tête de l'État du Sénégal, par exemple, l'Assemblée nationale, qui est un levier très stratégique dans l'avènement d'une bonne gouvernance au Sénégal, dans l'avènement de la séparation des pouvoirs, cette Assemblée sera désormais élue au moins pour 80% de ses membres à partir des territoires et à la majorité absolue. Ça veut dire les députés de Fatick seront élus seulement ici à Fatick et au deuxième tour, si nécessaire, pour avoir une majorité absolue. En termes très clairs, ça veut dire qu'on ne pourra pas être élu député juste parce qu'on fera le Raougadou. C'est-à-dire vous avez 20% de l'électorat, mais vous êtes premier et vous êtes élu député. Ce n'est pas une représentativité pertinente en matière de démocratie. Et les 80% donc de l'Assemblée nationale devraient être élus à partir du territoire, donc ils seront investis dans les territoires et seront élus. Maintenant, pour tenir compte des minorités, seulement au plus 20% pourraient être élus à partir d'une liste qui ne va pas forcément dépendre de la représentativité au niveau des territoires.
Et une assemblée ainsi constituée ne va pas étaler des députés qui vont se déclarer députés d'un président ou d'un ministre. Et tant qu'on aura une assemblée qui donc exécute seulement les ordres de l'exécutif, on n'aura jamais la séparation des pouvoirs, on n'aura jamais cette redevabilité du gouvernement en face de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un point important pour notre vision de la question de la gouvernance, entre autres. Mais en attendant aussi, quand l'éducation, la formation et la recherche scientifique sont bien adressées pour être une république qui soit à l'aise dans le monde, parce que des sous-humaines qualifiées comme toutes les autres du monde, mais en se basant sur une gouvernance vraiment transparente, efficiente, sobre et vertueuse pour reprendre les autres. En attendant, comme je le disais, il faudrait aussi que nos populations soient en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut d'abord une alimentation correcte. C'est pourquoi le secteur de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est aussi un secteur prioritaire qu'il faut tout de suite et maintenant adresser. Et depuis plus de 20 ans, je suis dans le développement rural et l'agriculture, pour ne pas dire globalement dans le développement local. En matière d'expertise, en matière de projets, nous avons les projets les plus pertinents que vous imaginez. Nous avons les experts les plus pointus que vous imaginez. Mais pourtant, jusqu'à présent, nous avons des difficultés. Ça nous renvoie à une chose, c'est encore la question de la gouvernance. Au Sénégal, nous avons des ressources humaines de qualité, nous avons des productions intéressantes de projets, mais la malgouvernance met tout ça à l'eau. Je donne un exemple très intéressant, le PRODAC. Vous savez, le PRODAC, ça a été un projet de territoire qui a été donc testé au nord et très réussi à Podor. Et on a pensé pouvoir le mettre en échelle. C'est cadré un programme national, PRODAC, qui est encore très pertinent au point de vue de sa conception. Mais vous avez vu tout ce qu'il a produit comme bruit, tout ce que ça a produit comme déception pour nous autres, agriculteurs, et globalement de la population sénégalaise. Donc c'est une question de gouvernance. Et donc l'agriculture et la souveraineté alimentaire doivent être au premier niveau aussi, parce que pour faire une éducation, pour aller apprendre, pour faire de la gouvernance, il est nécessaire que justement qu'on soit en bonne santé. Et la première chose pour être en bonne santé, c'est une alimentation correcte. Mais au-delà aussi, il y a carrément la santé publique qu'il faut aussi adresser. C'est dommage que par rapport aux normes sénégalaises en matière d'accès aux services de santé, nous sommes très loin des normes, de nos propres normes, mais aussi des normes internationales de l'OMS. Notre ambition, c'est que moi, président de la République, évidemment, dans chaque commune, nous allons mettre au moins 11 centres de santé avec au minimum 4 spécialités de médecine dans chaque commune. Aujourd'hui, les communes rurales, en tout cas pour les 90%, pour accéder à un médecin, il faut faire beaucoup de kilomètres. Et ce médecin aussi couvre une population très au-delà des normes qui sont requises. Donc, la question de l'accès à un médecin pour les populations, surtout de couverture, le ratio population-médecin devrait être vu dans les meilleurs délais au niveau de chaque commune. Il faut aussi, certainement, dans chaque département, au moins se mettre un hôpital de niveau selon le contexte de santé publique et peut-être tout ce qui pourrait être des maladies endémiques, en tout cas selon le contexte, tout court je dois dire. En tout cas, la santé aussi est nécessaire pour que l'individu soit même à travailler, soit-il au champ ou bien à l'école. Voilà les axes prioritaires que nous avons adressés. Parce que aussi, je dis, il faut bien prioriser. Il ne sert à rien de tout embrasser pour après ne rien faire. Le développement a un ordre chronologique, une cohérence. On sait que tout est urgent, mais comme disait l'autre, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de cohérence pour qu'après la vitesse puisse se faire. Évidemment, il y a d'autres secteurs, ce qu'on appelle souvent les secteurs d'appui, ou des domaines d'appui qui peuvent aider à mieux mener ces secteurs. Aujourd'hui, le changement climatique et le développement durable des écosystèmes est une chose nécessairement adressée concomitamment avec ces secteurs.
mais aussi nous avons eu la chance de trouver du pétrole et du gaz. Il faut juste le considérer à la juste mesure. Il ne faut pas vraiment en faire beaucoup d'euphorie et un peu de... il ne faut pas être trop embarqué pour ça. Par contre, c'est une contribution très pertinente par rapport au financement du développement du pays. Et il faut donc les considérer pour une valorisation correcte, équitable au bénéfice des Sénégalais. Il est beaucoup dit, en tout cas, que oui, nos ressources naturelles ont été peut-être bazardées à des étrangers, mais c'est une opportunité pour contribuer au financement de tout ce développement que je viens d'évoquer, mais aussi au-delà de l'environnement, des changements climatiques, du pétrole et des gaz, il est nécessaire aussi de renforcer les infrastructures structurantes. Le développement aussi se fait sur des infrastructures de qualité qui puissent supporter ce développement. Comme d'ailleurs notre mentor Maître Abdoulaye l'a beaucoup annoncé et fait comprendre aux Sénégalais, sa gouvernance a montré qu'on était très en retard sur les infrastructures structurantes qui sont nécessaires pour faire tout ce développement que j'évoquais. Évidemment, mais vous allez vous rendre compte que ces infrastructures aussi ont, même si les initiatives sont très pertinentes, ces infrastructures ont souffert de cette question de mal-gouvernance. De 2000 à 2012 avec le régime de Wade, de 2012 à 2023 avec Macky Sall, tous les scandales sont relatifs à des questions de réalisation d'infrastructures où on a parlé de milliards qui ont été dévoyés, de milliards qui ont été surfacturés. Et j'ai toujours donné le cas du TER, qui est une surpriorité, mais de ce qui est relaté, le prix est anormalement élevé. Certains pensent que pour la distance jusqu'à été réalisée de rail, on pouvait avoir 10 fois plus que ça, et ce qui serait encore quelque chose de très extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, si nous avons un train qui relie Dakar et Tambacounda, en termes de développement, mais c'est déjà un envol très intéressant. Et alors, imaginez maintenant qu'un projet de train qui devait couvrir Dakar à Tambacounda se limite entre Dakar, par exemple, et Thiès, au point de vue perte financière, quelle que soit la satisfaction que le train Dakar-Thiès va nous donner, en valeur absolue, ça devient un projet négatif, parce qu'il a englouti un projet qui devait faire 10 fois en termes de réalisation que ce qu'il a réalisé. Et c'est comme ça que j'analyse un peu la réalisation des infrastructures qui est nécessaire, qui est pertinente, mais il faut encore améliorer la gouvernance dans le cadre de la réalisation des infrastructures. Ok. Monsieur Faye, vous avez lancé récemment le MLC il y a moins d'un mois. Vous avez dit que vous avez des ambitions présidentielles, mais aujourd'hui, où est-ce que vous êtes avec le MLC pour le maillage et la massification au niveau national? Très bien. Je dois vous préciser quelque chose de très important. Notre ambition, notre souhait de servir notre pays est réel, mais encore une fois, nous n'avons pas une ambition de jouissance de pouvoir. Et que Dieu nous en garde. Si nous devions aujourd'hui occuper une responsabilité au Sénégal pour juste les questions de jouissance, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'en prive de cette responsabilité. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que cette ambition aussi est juste mue pour l'intérêt de mon pays, de mon cher pays. En conséquence, pour les élections de 2024, je dis qu'aucun candidat n'a beaucoup plus d'engagement pour mon pays, mais il faut aussi aller dans le sens de coalitions fortes. Et quand on va dans des coalitions fortes, il faudrait que chacun ne dise pas que c'est moi forcément qui dois être candidat. Donc les ambitions sont là, mais ces ambitions peuvent être donc déployées. On peut bien servir son pays sans être au poste de candidat ni de président. Donc nous avons bien des ambitions pour notre pays. Nous voulons bien être très actifs à ces élections présidentielles.
Et nous sommes très ouverts, nous cherchons, nous souhaitons, je dois même dire, qu'il y ait de fortes coalitions pour d'abord éviter de multitudes de candidatures qui finalement fait perdre toutes ces facultés de choix finalement à l'électeur parce que ça devient confus. Donc nous souhaitons quelques candidatures autour de grandes coalitions qui vont proposer des programmes pertinents, très lisibles, pour que le citoyen cette fois-ci, en allant voter, aura déjà la capacité de bien lire, de choisir le programme qu'il pense être le meilleur pour son pays. Donc l'ambition, aucun doute sur nos ambitions, mais nous sommes des citoyens engagés pour une alternance la plus parfaite en 2024. On a eu 2 alternances. Cette fois-ci, vivement que ce ne soit pas une alternance pour juste se partager le gâteau au second tour et que les postes soient distribués. C'est pourquoi donc je milite pour les grandes coalitions qui vont proposer des programmes. Et nous, on a déjà quelque chose à proposer à tout candidat avec lequel nous serions en phase par rapport au développement du Sénégal. Vous êtes prêt à coaliser avec quelqu'un si jamais votre candidat ne passe pas? Oui, je souhaite que les coalitions se fassent un peu avant le dépôt des candidatures. Vous savez ce qui se passe. Lorsque tout ce qui se dit, tout le monde qui se dit candidat aille chercher les parrainages et qu'il dépose leur dossier, une fois recalé, il est très possible que les nouvelles retrouvailles avec d'autres candidats ne soient plus une question objective de programme, mais juste parce que voilà, il faut aller et on n'a plus la possibilité, on n'a plus en tout cas le libre choix par rapport à son compagnonnage. Et ça, ce n'est pas bon, parce que déjà, pour moi, un compagnonnage, on peut biaiser. Pire souvent aussi, nous avons vécu 2 fois, quand on a un second tour, certains vont choisir des candidats, certainement par conviction, mais beaucoup aussi choisissent des candidats juste pour aller négocier. Si on gagne, qu'est-ce que j'aurai? Et ça, c'est ce que j'appelle le partage du côté au second tour. Souvent, c'est normal que des négociations se passent, mais il était beaucoup plus pertinent, important pour notre pays que ces négociations de second tour se basent sur des options programmatiques que plutôt sur quel poste je vais occuper. C'est très important. Donc, nous travaillons, on va aller au parrainage, on va travailler pour aller chercher des parrainages auprès des citoyens, mais nous aimerions trouver des coalitions avant même que le dépôt se fasse. Et ces coalitions, s'ils me désignent comme candidat, de façon très responsable, je le porterai. Si aussi ces coalitions trouvent un autre candidat, un Sénégalais avec qui nous avons la même ambition, les mêmes options programmatiques et les mêmes idées, là aussi on sera très engagé dans cette coalition. On travaillera pour justement arriver à la victoire finale en 2024. Maintenant, par rapport à notre maillage au niveau national, nous avons déjà tenu notre secrétaire national le premier. Et je dois dire qu'on est présent dans 11 régions et 18 départements. Ce travail va continuer pour nous déployer à l'intérieur du pays. On va travailler donc aussi à être présent au niveau des universités, où nous sommes déjà représentés à l'UGB, au Sine Saloum, aussi à l'Université de Bambey. Les universités aussi sont très importantes parce que c'est la jeunesse de demain. D'aujourd'hui et demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi c'est les adultes de demain, c'est les futurs cadres. Et nous devons partager avec eux pour voir aussi de quel Sénégal ils ont l'ambition de vivre dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà par rapport à notre déploiement au niveau du pays, ce qui est en train d'être fait, donc de façon très calme. On n'a pas, parce que aussi nous n'aimons pas le populisme. Autant les ambitions, autant nous parlons de révolution citoyenne, mais aujourd'hui, fort de beaucoup d'expériences à travers le monde et au Sénégal, nous évitons ce populisme. On va aller de façon très graduelle, mais de façon très consensuelle, mais surtout réaliste. C'est important. Voilà, M. Djidjak Faye, pour le moment, nous sommes après à une quarantaine de candidatures au niveau des élections présidentielles. Pensez-vous que tous ces gens-là sont motivés ou ambitieux pour le développement du pays? Est-ce qu'ils ne pensent pas? Ces nombreux candidatures-là ne sont pas le plus souvent des candidats fantaisistes. Je respecte la candidature de tout un chacun,
Je respecte tous les Sénégalais qui déclarent vouloir diriger le Sénégal pour justement son développement, pour le bien-être des populations. C'est ce que je peux tenir comme considération. Mais il y a une réalité. Je dis en matière de programme, on ne peut pas en avoir 1000 différents. On ne peut pas en avoir précisément 40 différents au point de vue du contenu de la stratégie. Mieux, au point de vue idéologique, d'ailleurs qui disparaîtrait sur ce paysage politique. Wade, en arrivant au pouvoir, a été très soutenu par les gens de la gauche. Monsieur Macky Sall, excellence président de la République, pendant 12 ans de gouvernance, il a été accompagné par l'ensemble des soi-disant idéologies qui existeraient au Sénégal. Donc finalement, si le programme politique est différent d'une idéologie à une autre, ce n'est pas le cas au Sénégal où tout le monde se trouve dans un même gouvernement, donc tout le monde se trouve dans le programme en cours de mise en œuvre. Dès lors, donc, ces candidats, leur différence ne pourrait pas être vraiment une vision différente au point de vue programmatique. Puisqu'on n'a pas une vision différente, mais des visions plus ou moins très convergentes, si chacun va être candidat, ce n'est plus pour moi une question d'ambition pour le pays, mais plutôt une question de ces mois seulement qui doit être, c'est moi seulement qui doit être président. Et en tout cas, nous, du MRC, on n'est pas dans cette logique. Je peux servir mon pays, mieux le servir, sans être au poste de président de la République. Je pense, j'ai fait 25 ans pour lesquels je suis très fier de ce que j'ai fait, parce que je suis au niveau des populations, en contact direct avec les populations, pour ensemble réfléchir sur des actions qui améliorent leur bien-être. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus intéressant, de plus pertinent en termes de travail pour son pays. Donc, tout ce bon monde, à mon avis, si on analyse sur l'angle programmatique, ce n'est pas parce que les visions sont différentes, mais c'est parce que tout un chacun veut être juste président. Ce qui n'est pas possible. Certains, je vois, ils sont loin de comprendre comment fonctionne la politique, comment fonctionne un État. Ce n'est pas peut-être forcément quelque chose de nécessaire, mais je pense qu'ils n'ont pas l'envergure, ni même prêt à l'effort, au sacrifice pour y arriver. Certainement aussi, c'est des positionnements. Malheureusement, pour en arriver à ce que j'ai dit, nous avons vu des coalitions très nombreuses au point de vue entité inscrites, mais des entités qui sont représentées par une seule personne, par une famille. Et tout ça rend très difficile, encore une fois, le partage du gâteau quand on arrive au second tour, quand on arrive à la victoire finale, parce que chacun dit, oui, j'étais de la coalition, il me faut un poste de PCA, il me faut un poste de directeur, il me faut un poste de ministre. Et dès lors, la nomination à des postes de responsabilité ne répond plus aux critères de qualification et de compétences. Et je précise que, oui, nous aussi, on a cette ambition. Si nous avons la chance d'être dans les cercles de prise de décision du pouvoir au Sénégal, nous proposerons que désormais certains postes soient accessibles seulement par appel à candidature, que certaines directions, que certaines vraiment responsabilités gouvernementales soient simplement promues par appel à candidature. Ça éviterait certaines. Ok. Revenons à notre émission Domoussine. Vous êtes un fils du Sine. Vous êtes un acteur de développement, vous avez une vice-expérience de plus de 25 ans dans le domaine développement territorial, développement intégral et changement climatique. Aujourd'hui, si on voit que la région de Fatick, malgré toutes ses potentialités, est un peu en retard, est-ce qu'à dire que ce que vous avez tout à l'heure parlé de malgouvernance, c'est ça qui est à l'origine du retard un peu économique de la région de Fatick? Oui, la région de Fatick reste parmi les régions les plus pauvres. C'est une région agricole. Mais une agriculture qui alimente du Sahel dans son ensemble est frappée de plein fouet par les questions de changement climatique, mais aussi de dégradation de l'environnement qui est à la fois anthropique, mais aussi qui est à la fois due à la sécheresse qui s'abat sur le Sahel depuis maintenant bientôt 30 ans.
Mais les problématiques de développement, quelle que soit leur complexité, sont appelées à être donc prises en charge par les dirigeants, par les gouvernants. J'ai dit donc beaucoup de programmes ont été conçus au Sénégal, mis en œuvre, mais les résultats restent escamotés. Je parlais de ces tracteurs distribués dans la région. Un membre du pouvoir parlait de ces semences qui sont une catastrophe de par toutes les magouilles qui s'y passent. Évidemment, la région de Fatick, comme le Sénégal, ne peut pas échapper à cette malgouvernance de tous les secteurs, et en particulier l'agriculture. Un exemple le plus concret, c'est la vallée du fleuve Sénégal, qui au point de vue potentialité peut bien satisfaire l'autosuffisance en riz. Il y a de cela 5 ou 6 ans, on DG du SAED, de façon mathématique, arithmétique, criait sous tous les toits que oui, dans l'horizon X, on va atteindre l'autosuffisance en riz, parce qu'il multipliait un rendement supposé par la superficie aménageable ou aménagée, et il disait voilà, on va y arriver. Je pense que c'était que du bluff. Heureusement qu'il a été enlevé, parce que ce qu'il a promis, peut-être aujourd'hui, n'a pas eu lieu. Donc, c'est vous dire, c'est triste pour notre région Fatick, où l'agriculture, au-delà des facteurs donc, naturels, est bloquée. Mais à mon avis aussi, il y a cette question de mise en œuvre des politiques de développement, en particulier celle du secteur du développement rural et de l'agriculture. Mais aussi, la question de la citoyenneté aussi va revenir. Parce que quand même, c'est regrettable de voir que beaucoup de nos jeunes, suite à la baisse de la production agricole des rendements, suite à ces sécheresses très alternatives qui viennent et partent, beaucoup de jeunes préfèrent carrément aller faire autre chose, c'est le groupe rural, et c'est regrettable de dire que pourtant on peut bien s'adapter, rester au village et faire de la production économique. Déjà ça fait 30 ans qu'on m'apprenait que dans ce contexte de difficulté de l'agriculture et du développement rural de manière générale, il faudrait qu'on développe des activités extra-agricoles. C'est-à-dire que dans le monde rural aujourd'hui, il faut le développement des chaînes de valeur pour que, de façon très simplifiée, dans la famille, il y a un membre qui va aller semer les champs et cultiver, peut-être c'est son poste privilégié, mais l'autre peut-être va apprendre à fabriquer ou bien à réparer des outils agricoles. L'autre va se spécialiser en matière de commercialisation, soit à titre de semences ou de transformation des produits agricoles. Donc, aujourd'hui dans le monde rural, au-delà des champs de culture, il faudrait que toutes ces jeunesses, toute cette population se diversifie en matière d'activités qui peuvent ne pas se faire forcément à Dakar ou à Fatick, mais je reste au village, mais je crée d'autres postes de travail qui me puissent donner un revenu. Ça règle non seulement la question foncière qui est de plus en plus problématique, parce que si vous êtes 5 garçons de la famille et vous avez 5 hectares, si vous vous diversifiez en termes de poste de travail, ça libère beaucoup plus d'espace, et que ceux qui ont dans la question des champs vont pouvoir avoir beaucoup plus d'espace pour emblaver, mais aussi les autres vont pouvoir se positionner à d'autres postes des chaînes de valeur pour que chacun ait des revenus. Donc, oui, l'exode rural est là, je comprends bien nos jeunes ruraux, mais autant ceux qui nous dirigent peuvent concevoir des programmes qui permettent de diversifier, de créer des activités extra-agricoles, mais il faut aussi que nos jeunes comprennent que ce que je fais à Dakar, en termes de travail, qui, vous m'excusez parfois, sont très pour moi difficiles et moins honorables, on peut faire des choses plus honorables chez moi au village, beaucoup moins pénibles, beaucoup plus valorisants et gagner beaucoup plus tout en restant dans ma famille, tout en restant dans le terroir. Parce que aussi, tant qu'on va continuer à perdre nos vaillants jeunes, ça va impacter négativement sur le développement des territoires. Voilà ce que je voulais dire sur cette question de la pauvreté de la région. Autant il faut une politique de développement rural qui diversifie l'activité économique en milieu rural,
mais autant aussi cette question de citoyenneté, de conscientisation et à développer pour convaincre les jeunes à rester chez soi, mais effectivement en gagnant valablement et de façon très honorable leur vie. Voilà, M. Diafay, nous sommes arrivés presque au terme de l'émission Domocile. C'était un plaisir de vous recevoir et vraiment d'avoir appris beaucoup de choses à travers votre déclaration, votre personne. Mais le dernier mot, peut-être à l'endroit de vos militants du MRC ou bien du Sénégal, qu'est-ce que ce serait? Oui, ce que je voulais dire à mes concitoyens sénégalais, c'est que nous pouvons y arriver. Et il faut qu'on y arrive. L'autre disait que yes we can, mais le Sénégal peut. Et je voudrais dire 2024 est une année électorale particulière pour ce pays. J'invite tout le monde, dans le calme, dans la paix, de réaliser la 3e alternance en 2024. Évidemment, en amont, j'invite tous ces candidats à être réalistes et être mûs seulement pour l'intérêt du Sénégal, pour que nous ayons de fortes coalitions, mais à un nombre raisonnable, pour que le choix soit beaucoup plus facile, beaucoup plus objectif. Il est nécessaire qu'en 2024, que l'alternance se réalise pour une démocratie sénégalaise qui va continuer à s'améliorer, à être exemplaire à travers le monde, mais aussi pour une gouvernance qui pourra maintenant prendre le vrai chemin de la sobriété et de la vertu. Mais en particulier à mes concitoyens de la région de Fatick, je vous invite aussi à un vrai changement de leadership politique à Fatick. Notre grand frère, Excellence, M. Macky Sall, président de la République, 23 ans durant, a régné sans partage comme leader politique de la région de Fatick et du Sine. Il déclare ne plus être candidat pour les élections de 2024. Il a occupé toutes les stations politiques. Et j'imagine maintenant il va aller à la politique. Certainement, il a une autre carrière, mais qui ne soit plus politique. En tout cas, pour la région de Fatick, je pense qu'il n'a plus besoin ce leadership politique qu'il a cherché à son temps. Et j'étais à ses côtés. Nous avons accompagné son implantation politique dans cette région. Le bon Dieu l'a accompagné et il a aussi bénéficié de l'appui des Sénégalais pour avoir fait cette belle carrière. J'invite le Sine à changer et il est nécessaire qu'on change de leadership au niveau de cette région. Un leadership qui va aborder désormais le militantisme avec beaucoup plus de sincérité, avec beaucoup plus d'engagement pour que cette région, qui est encore comptée parmi les régions les plus pauvres, sinon parmi les 2 régions les plus pauvres, puisse effectivement émerger dans un élan de solidarité, de patriotisme, de travail. Qu'on arrête cette pratique politique qui veut que c'est la distribution de l'argent. C'est, vous m'excusez, la corruption pendant les moments de vote pour juste voter pour une liste ou un candidat et après maintenant ne plus voir. Quand l'élection s'approche, on vient pour distribuer de l'argent. Il faut que ça s'arrête et qu'on pense beaucoup plus au devenir de notre territoire au détriment de l'argent qu'on nous donne en poche. Je suis très intéressé, après avoir sillonné cette région pendant plus de 20 ans, pour que justement qu'on ait désormais des leaders politiques dans cette région qui soient motivés, qui sont engagés seulement pour l'intérêt, pour le développement de cette région. Chers concitoyens, ne prenons plus le responsable politique comme celui-là qui a des millions à distribuer. Il n'y a personne je dis, qui va prendre son salaire pour vous le donner. C'est parce que justement, c'est des fonds publics, c'est l'argent qui devait servir à beaucoup plus de semences, à beaucoup plus de livres, à beaucoup plus de la construction de salles de classe qui sont distribuées à travers ce pays pour corrompre des électeurs. Choisissons maintenant notre bulletin de vote à partir d'un programme
qui soit le plus pertinent par rapport à nos préoccupations de citoyens, par rapport à nos ambitions pour notre quartier, notre village, notre région et notre cher Sénégal. Je pense que Macky Sall a fait 23 ans dans cette région comme leader. On doit passer maintenant à autre chose qui soit beaucoup plus engagé pour cette région, mais pas dans la distribution de billets de banque. L'argent, on peut l'avoir seulement par le travail sincère qui doit être organisé par les dirigeants, qui doit être facilité par les dirigeants, mais c'est l'individu, c'est le citoyen qui travaillera aussi pour sa poche. On ne peut pas donner à quelqu'un tout ce qu'il a besoin en matière d'argent. L'argent, comme on dit au Sénégal, c'est archi-faux. Sinon, on ne va jamais nous développer. Le développement, ça ne se triche pas, ça se travaille. Nous avons les barques de fortune qui vont en Europe, qui vont aux États-Unis. Il est clair que ces nations ont travaillé fortement pour arriver au niveau de développement qu'ils sont. Nous aussi, il faudrait qu'on travaille sincèrement pour arriver à ce niveau de développement. Autrement, on se trompe nous-mêmes, on ne va jamais arriver si on ne fait pas du travail le seul pilier, le seul socle du développement. Évidemment, c'est nos dirigeants, c'est nos ministres, c'est nos présidents qui ont la charge de l'idée, ce travail, ce chemin vers le développement. Mais nous, citoyens aussi, on doit être à l'œuvre pour que ce développement se réalise. Voilà, merci. C'était votre émission Domoussine. Nous avions aussi le grand plaisir de recevoir M. Djidjak Faye, le coordonnateur du mouvement MRC, le président du mouvement MRC, Mouvement pour la Révolution Citoyenne, et dans ses activités professionnelles par ailleurs directeur de l'Agence régionale de développement de Fatick. C'était un réel plaisir de recevoir, pour poser aussi votre émission Domoussine. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur MCM TV et MCM Radio. Merci beaucoup. Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social.